les articles dessus. Euh, N'hésitez pas, hein, toutes les commandes vous les avez dans enfin, dans la barre du titre du live. Elles sont là pour vous faciliter la vie et que ce soit plus fluide pour vous. On va passer maintenant sur le dernier joueur, on va aller sur le prospect NBA qui arrive, Keegan Murray. Alors, on va mettre sa page, dans le temps que je mette la page, voilà. Keegan Murray, c'est la star d'Iowa cette année et qui a malheureusement perdu hier contre Richmond comme tu l'avais annoncé. Et donc on ne le reverra plus jamais sous le maillot des Hawkeyes. Et avant de commencer, je sais pas si tu te rappelles, mais je dois faire un mea culpa. Est-ce que tu te souviens pourquoi? Parce que tu voulais pas le mettre dans l'article des intérieurs à suivre avant la saison et que je t'avais glissé le nom. C'est ça, c'est exactement. Alors cette année, quand on a commencé la saison Envergure, j'ai fait trois articles. J'ai fait trois articles sur les meilleurs arrières à suivre, les meilleurs ailiers à suivre, les meilleurs pivots à suivre qui ont déjà fait Ouais. une saison de Ceux qui étaient de retour, ouais, ça, de c'est ça, retour à NCA complètement. sophomore, junior, senior. Et sur l'article sur les ailiers, on avait 8 à 9 noms safe et on hésitait sur le dernier. Enfin, en tout cas, je suis allé demander à Alan son conseil et avis sur le dernier. J'ai fait un peu le tour de la team et tout. Et Alan, il m'a dit, mec, tu devrais mettre Keegan Murray. Et je me suis dit, ouais, bon, Keegan Murray, moi, j'avais pas regardé plus à l'époque, effectivement, Weiskamp ou Garza. J'avais vu le Mm. joueur, mais il sortait du bon et tout. J'étais en mode, ouais, j'avais préféré Allen Flanagan, je crois, à la fin. Un truc de ce style-là. Ouais. Et je t'avais dit sur WhatsApp, bon, si jamais il fait une énorme saison et qu'il est l'autre épique, bah, je ferai mon mea culpa en live et je passerai pour un con et j'assumerai. Il se trouve, messieurs, dames, que Keegan Murray fait une excellente saison, qui tourne sur un tournoi de conférence à plus de 28 points de moyenne et que tout le monde en parle comme l'autre épique. Donc, c'est le moment de faire ce mea culpa et de dire que, ben, j'aurais dû mettre Keegan Murray la prochaine fois, l'année prochaine, quand on le refera, je t'écouterai. De façon, comment dire, unanime et sans aucune discussion. Non, mais en fait, c'est intéressant parce que il jouait 18 minutes l'an dernier. Mm. Et en fait, moi, je trouvais que c'était le prospect le plus intéressant de l'équipe. Alors que j'adore Wiscamp. Wiscamp, je suis fan de Wiscamp. Vraiment, c'était un de mes joueurs préférés. Qui joue Euh, maintenant aux Spurs. et aux Spurs, ouais, il joue pas, malheureusement. Faites jouer Joe, les gars. Il reste 15 matchs, quoi. Ça vous McDermott sert est à rien. blessé jusqu'à la fin de la saison, donc il y a peut-être moyen d'avoir. Complètement. Complètement. Mais en fait, Keegan, dès qu'il rentrait, bah, si tu regardes en fait ses stats par 40 minutes, parce que c'est ça qu'il faut voir l'an dernier, parce qu'il joue que 18 minutes, tu vois ces trucs, tu te dis, ouais, il est à 7,5 rebonds en 18 minutes, bon, mal, mais bon. En fait, ouais, si tu mettais les stats sur une trentaine de minutes, c'était un joueur super productif et qui avait des bons pourcentages. Donc, moi, je trouvais intéressant qu'il gagne Murray. On va pas se mentir, hein. Mais à culpa, tu le fais, mais je peux pas dire que je m'attendais à ça non plus, hein. Il faut toujours être mesuré. Pour avoir un profil du joueur, alors vous avez pas un scouting report qui apparaît directement, mais Maxime avait préparé aussi. Alors cette photo-là, c'est pas un Photoshop, c'est que Keegan Murray a un frère jumeau qui joue Chris, aussi ouais. du côté d'Iowa et qui devrait du coup devenir le leader l'année prochaine Ouais, carrément. des Hawkeyes. Alors même si Thomas, donc que vous connaissez peut-être sous le pseudo AZK, Azekro sur Twitter, pense qu'il va aller à la draft lui et espère le voir au second tour, Chris Murray. Moi je pense qu'il va rester, qu'il va devenir le leader Ouais. d'Iowa, mais on verra, on verra son choix et le garçon a des outils athlétiques, enfin en tout cas a des arguments à faire valoir aussi. Pour donner un petit peu le profil du mec, vous voyez qu'il est classé ailier fort, 2m03, 98 kg, donc un corps assez développé, une envergure de 111 cm. Nous, enfin toi et moi, on le voit au niveau supérieur plus comme un ailier fort, pivot malgré les 2m03, plutôt que comme un ailier fort, non? Ouais, 4-5 plus que 3-4, Hmm. complètement. Dans le style de jeu, alors et c'est un joueur qui a montré cette année qu'il pouvait marquer de partout et j'ai quelque chose à vous montrer pour ça. Je suis allé sur CBB Analytics qui nous permet d'avoir les la shot chart du joueur. Tu me dis si tu vois bien ou pas ou si je zoome un petit peu. Keegan Murray, il est en haut à gauche et quand vous regardez sa répartition des tirs, vous pouvez voir il fait mieux que la moyenne NCAA dans quasiment
tous les secteurs de jeu, à part le Partout, ouais. mi-distance. Et le Mm. mi-distance, vous voyez qu'il y a très petit échantillon dans les tirs pris dans l'axe. C'est un mec à 73% près du cercle, avec 234 tentatives, donc un gros volume. Et à 3 points, hormis dans les corners, on est à plus de 40%, avec encore une fois un énorme volume, 166 tirs pris sur toute la saison. Et on va aller regarder du film, mais tu me dis si je me trompe, en termes de tirs à 3 points pris, on a globalement deux séquences majoritaires. Soit je suis en catch and shoot en finition en bout de chaîne, soit je suis sur un profil de pick and pop où je vais écarter le jeu, et c'est sur ce profil là qu'on a une projection post 5 undersize en NBA. Complètement. Mais un joueur qui pourra punir les mismatchs, un joueur qui moi m'impressionne dans sa fluidité quand même pour sa taille. Hmm. Je me suis fait les deux matchs de tournoi de conférence, finale, demi-finale, les 3 points qu'il arrive à mettre en mouvement, la compréhension qu'il a, j'avais clippé ça, la compréhension qu'il a ensuite de comment les défenses vont réagir, est-ce qu'il est capable de faire ça en posant le ballon au sol, attaquer un close-out, à sa taille, son poids, son gabarit, vraiment très intéressé. Moi, en début d'année, je le voyais plus, que je le voyais vraiment dans le moule Brandon Clark, c'est-à-dire un Ok. finisseur super fort sur tout ce qui est flotteur, second rideau, second saut. Mais il a vraiment ajouté le tir extérieur sur volume cette année. C'est pas juste un tir extérieur, c'est tir extérieur sur volume. Il a quasiment 39% à 3 points, je crois, sur 4 3 points par match. Bah C'est regarde, élite. c'est là, Élite. on Donc, est à c'est 40,5% de réussite, 86% catch and shoot, donc on voit que c'est un joueur qui finit quasi exclusivement après un une passe chaîne, ouais. décisive en bout de chaîne. C'est 30% de ses tirs, donc c'est un tiers de ses tirs. Et donc comme tu l'as dit, c'est un très très gros volume. Il en a pris 166 sur l'année. À ce moment-là, c'est très conséquent, tout en étant largement le leader offensif de l'équipe. Tu vois qu'il prend 2 fois plus de tirs que le deuxième, qui est Jordan Bohannon, qui est le plus gros tireur à 3 points en termes de volume de l'histoire de la Big Ten. C'est celui qui en a mis le plus. Ouais, mais en même temps, ça fait 6 ans qu'il est là. Ah bah oui, je t'ai pas dit le contraire. Je te dis que Donc, ça c'est vrai. classe le bonhomme, et que voilà, en termes de différence d'écart, tu prends en gros la deuxième et troisième option et tu fais le cumul, et ça fait le nombre de tirs que prend Keegan Murray. Complètement. Tiens, alors je vais essayer de me mettre le chat en même temps pour regarder un petit peu ce que ça dit. Touk 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 touk. Murray, il est super haut chez les Ricains, il me semble, ils le mettent au niveau d'un Duren, bordure top 5. Alors, on va la regarder dans nos mocks, dans nos boards, où est-ce qu'on l'a. Juste avant, on finit vite fait les stats. On voit que c'est un joueur qui prend 48% de ses tirs près du panier, 71,5% de réussite, ce qui est excellent. Vous l'avez vu la shot juste avant, alors que la majorité de ses tirs sont pris par lui-même, en fait, pas issus d'une passe décisive, et que lorsqu'il va au cercle, donc une fois sur deux, il obtient assez régulièrement des lancers francs, donc c'est un joueur qui est assez agressif et qui fait tomber des fautes, et il est à 74% de réussite dans lancer franc, ce qui est correct sans être élite. Et enfin, tu as un petit volume à 2 points, vous l'avez vu sur la shot chart, que c'est plus sur sur la ligne de fond, sur le côté gauche, côté droit, plutôt que dans l'axe. Il y a très peu de pull-up en sortie de, en sortie de curl. On est vraiment plus sur de la ligne de fond. Il a dû toucher avec un petit flotteur ou quelque chose dans ce style-là. Euh, Pendant que moi je vais mettre pendant le board, toi, où est-ce que tu le situes? Pourquoi tu le situes à ce niveau-là? Et est-ce que t'as évolué par rapport au début de saison? Ouais. Je l'ai tier 3 aussi. C'est un joueur que je drafterai entre 10 et 15, je pense. Parce que j'ai pour moi un très haut plancher qui gagne Mhm. Murray. Je sais ce qu'il va m'apporter. Et le tir extérieur, le fait qu'il puisse être potentiellement un des non-shooters sur le terrain fait que je peux vraiment me laisser tenter par Keegan Murray. Plus qu'avant. Avant, j'achetais pas tellement le tir. Donc, on va dire entre 10 et 15, je peux drafter Keegan Murray et je suis plus dans le train qu'avant, clairement. Alors on voit par rapport à la dernière fois, toi je crois que t'es en deuxième, non t'es où toi? T'es en quatrième sur la liste. Quatrième, Donc qui a le Keegan plus Murray haut en Keegan Murray. consensus, il est quatorzième, et toi tu l'as du coup, tu l'as Et onzième. onzième, qui est dans mon tiers qui va de 6 à 15, hein, quelque chose comme ça. Ok, En alors fait, qui va de Shadow Sharp à Jaden Hardy. Donc,
Et ces joueurs-là sont dans le même tiers et Keegan Murray est installé dedans. Ok, moi je l'ai un peu plus bas pour l'instant. Il est monté déjà, mais il va encore un peu monter au fur et à mesure. Je l'ai 21e. Alors, qu'est-ce qui toi t'empêche de le mettre plus haut? Et je pense qu'on va avoir des similitudes et ça va expliquer pour moi pourquoi moi je l'ai aussi bas. Pourquoi est-ce qu'il Hmm. n'est pas dans ton tier 2 et pourquoi est-ce qu'il n'est pas peut-être au début de ton tier 3 ou vers 6-7? Parce que le manque de plafond, je pense, et de pouvoir de création balle en main. Mhm. Pour moi, ce sera un très solide joueur de rotation, plus, un bon titulaire, un joueur de fin de chaîne efficace. Je vois pas le plafond d'autres joueurs. Donc ça reste la draft. Ça reste, on doit drafter au potentiel. Donc dans le top 10, c'est pas vraiment le joueur que j'apprécie incroyablement. Mais force est de constater que je suis obligé de le mettre quand même à cette place-là. Ok, alors bah en fait on a à peu près le même constat. Personnellement, je trouve l'athlète assez moyen Mm. euh, pour le niveau NBA. J'aime bien le comparer. Alors voilà, les comparaisons ça vaut ce que ça vaut toujours. On sait qu'on n'est pas hyper fan, mais j'aime bien le comparer à une sorte de Obi Toppin mais qui sauterait moins haut. Tu vois? Mm. Alors il tire mieux que ce qu'Obi Toppin faisait, mais je trouve que le dribble est très haut. Donc je crois pas en Ouais. fait qu'il puisse créer balle en main. Et défensivement parlant, je trouve qu'il est assez surcoté notre ami Keegan Murray. Parce qu'on Mm. on me décrit souvent un défenseur hyper polyvalent, capable de switcher sur 4-5 postes. Euh, et là-dessus, moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que le Kylian Murray est lent latéralement, qu'il a en grosse difficulté sur le changement d'appui, et qu'à chaque fois qu'on le fait défendre des extérieurs, il est battu. Mm. Et Ok. du coup, comme c'est un poste 4 oui, qui va être amené à devoir faire des switches parce que pour le coup, les postes 4 switch sur les extérieurs en NBA quand il y a des pick and roll ou des démarquages loin du ballon. Moi là-dessus, je suis assez inquiet et comme tu l'as dit, en termes de potentialité, comme j'y crois pas pour porter la balle mais que c'est un rôle de finition, bah je le baisse un petit peu. Maintenant, il va sûrement Mm. remonter parce que c'est quand même un vrai sniper et si pour l'instant il est derrière les Love, les Trevor Kills et finalement peut-être les Wendell Moore, il va peut-être passer devant mais il va pas gagner énormément et je vais l'avoir peut-être 15-17 gros maximum Ouais, en entre top. 15 et 20, quoi. Ouais, Ouais. ouais, je pense. Et c'est le genre de, de range où il va arriver dans une équipe qui veut être compétitive, qui joue le play-in et qui va avoir besoin de bons joueurs pour passer un cap. Et je pense qu'il peut très vite s'intégrer là-dedans. Je pense que c'est le contexte idéal pour lui en plus derrière. Donc Mm. j'espère fort qu'il va pas être pris trop haut. Euh, je cible souvent les Kings hein, et n'y voyez pas une agression personnelle, mais j'espère qu'on va pas lui mettre des grosses pressions en mode faut que tu nous fasses passer un cap d'équipe non playoffable à Mm. énorme équipe de playoff. Je pense que c'est juste un bon joueur supplémentaire que tu ajoutes, peut-être style autoporteur aussi, et qui va te permettre d'avoir des objectifs un peu plus élevés, de rendre ta star meilleure. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Juste, je l'ai plus haut parce que je vois pas non plus des incroyables potentiels de porteurs de balles dans la QV. Mhm. Donc, je suis forcé de le mettre un peu plus haut. Mais je suis un peu déçu de Jaden Hardy. Kenny Chandler n'est pas non plus le profil que je préfère. Donc, ces joueurs-là auraient dû et pourraient être devant. Mais c'est un très haut plancher qui est pas à négliger chez un joueur comme Keegan Murray, je pense. Il y a un truc qu'on dit souvent cette année, en fait, on se rend compte de la faiblesse relative de la draft en termes de potentiel par le fait qu'il y ait beaucoup de sophomores juniors. Euh, Mm. Moi, depuis que je suis la draft, j'ai rarement vu autant de sophomores juniors squatter la loterie, quoi, parmi les trucs. On Mm. voit, alors je vais prendre le consensus plutôt que la mienne parce que voilà, mais Jaden Ivey, sophomore, Jonathan Davis, sophomore, Bénédicte Mathurin, Mathurin. sophomore, Keegan Murray, sophomore. Donc, et moi j'ai Dewan Brown par exemple qui est sophomore aussi, Walker Kessler sophomore, Oshak Badji junior. Donc
on a une draft avec beaucoup d'upperclassmen et ça prouve qu'on n'a pas des énormes potentialités. Par rapport à, je vais prendre deux joueurs. Par rapport à Jonathan Davis et Ochai Agbaji, qui sont tous les trois des porteurs de balles NCAA, stars de leur équipe, scoreurs sur les postes ailiers. Comment tu le comparais en termes de plafond, plancher, potentialité? Je suis pas le plus grand fan de Jonathan Davis. Mhm. Moi, Jonathan Davis, on me dit top 5, j'ai un peu de mal. Parce Peut-être tu que l'as je vois pas 13e. l'athlète. Ouais, 13e. C'est dans le même tiers. Mais Jonathan Davis au Shaq Baji, ce qui va faire la différence, ce qui peut faire la différence, c'est que c'est sur des postes où c'est peut-être un peu plus rare ce qu'il peut apporter. Euh, Surtout si les progrès au tir d'Agbaji se confirment, si les progrès balle en main aussi de Jonathan Davis se confirment. Je pense que Jonathan Davis, c'est un mix entre quand il était super chaud cette année et maintenant, parce que maintenant il est un peu blessé. Mhm. Donc c'est pas vraiment le vrai Jonathan Davis. Mais Jonathan Davis qui était sur une réussite incroyable sur les pull-ups contestés à 2 points, j'ai du mal à croire que ça puisse continuer. Mhm. Donc c'est vrai que c'est des joueurs qui peuvent être liés parce que tu vois, chez Agbaji, il a 2 ans de plus en NCAA que Keegan Murray, mais ils ont que 3 mois d'écart. Donc en fait, Ochai Agbaji, il a pas l'âge d'un senior et Keegan Murray, il a pas l'âge d'un sophomore. Donc pour plus que sophomore, ça, l'âge est aussi très important. Et puis, Jonathan Davis a quand ils un ont an de moins commencé que le ces deux basket joueurs-là. aussi. À l'âge où il commence, tu vois, donc c'est tout ça est à prendre en compte. Parce que Oshak Badji, pour ceux qui ne le savent pas, il commence le basket, il a 15 ans, 15-16 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, il en a. Alors attends, je vais te dire ça. Il Il va aura. avoir 22 ans. Ouais, tu as 22 ans, donc il a 6-7 ans de basket. Donc effectivement, c'est un late bloomer, il est très très jeune dans son basket, alors après il est encore plus développé. Moi, la diff que je vais faire et pourquoi j'ai Jonathan Davis qui passe devant Agbaji et pourquoi il est. Enfin, Davis est dans le même tiers pour moi que Agbaji et j'ai notre ami Ken Murray un peu derrière parce que Jonathan Davis, effectivement, je crois plus en tant que porteur de balle. Il m'a montré beaucoup de choses au début de l'année, j'arrivais pas à rentrer dans le wagon et tu vois, j'ai fait un plus 15 parce que je me suis bouffé tous ces matchs et qu'à un moment donné, voilà, la capacité à dribbler aussi bien, à changer de direction, à pouvoir pull-up et tout, j'ai été séduit. Et Hmm. Agbaji, pour moi, peut jouer des deux côtés du terrain de façon élite, là où Keegan, j'arrive pas à être convaincu, quoi. Ouais, complètement, ça peut se comprendre. Peut-être, comme tu vois, Harrison, tu l'as plus haut, parce que je pense que Ouais. il y a des similitudes offensives entre les deux joueurs, mais Eason est peut-être un meilleur athlète et un meilleur prospect défensif que Keegan Murray, ce qui le fait passer pour toi peut-être devant. Complètement. Pour moi, c'est le deuxième. S'il n'y a pas Chet Holmgren, c'est le meilleur défenseur de cette draft. Ok. Mais Chet Holmgren, je crois énormément dans j'adore ce mot, la scalabilité Hmm. de, de Tarison, comme de Jérémy Soran. Je les vois dans potentiellement plein de contextes qui seront toujours utiles. Des gars qui peuvent défendre 3 4 5 switcher sur des plus petits comme le fait Eason ou comme le fait Sochan par moment, mettre des tirs, voilà, je les vois plus utiles, plus forts que, que Murray, Que que Keegan Murray. Davis. Hmm. Voilà. Ouais, on se rejoint là-dessus. Moi, il faut que je me fasse un marathon. Je l'ai regardé, mais j'ai pas fait un marathon comme j'aime bien faire d'habitude. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. Et Jérémy Soran, pour le coup, c'est plus ma came habituelle. Et je te rejoins aussi. Je te rejoins aussi. Sur le film que j'ai pris d'Iowa, alors vous allez voir que c'est un peu. Même si je fais des playlists et tout, mais comme ce soir je savais qu'on allait faire aux autres gros joueurs, j'avoue que j'ai tout mis en même temps parce que je voulais pas que ce soit trop long. Ça fait déjà quasiment Ouais. 2h30 qu'on a lancé le live. Non, 2 heures, pardon. Ce que j'aime bien regarder chez Kylian Murray, c'est la polyvalence au niveau du tir. On l'a dit, pick and pop, fin de chaîne et il y a un petit peu de pull-up. C'est un tir qui est assez compact. Tu vois, les pieds ils décollent pas beaucoup du sol Mm. et en termes de Mm. bras ça part d'assez bas, mais avec une grosse efficacité.
Ce que je vous invite pas mal à regarder, c'est quand il va au cercle. Moi, je trouve que si jamais le défenseur en face de lui arrive à résister à son impact physique supérieur en NCAA, ben, à ce moment-là, Hmm, lui, il est en grande difficulté et c'est pour ça que au niveau NBA, je ne crois pas en tant que porteur de balle. Et défensivement, j'essaie de montrer des bonnes séquences où euh, il encaisse le contact, il fait des très bonnes rotations, je trouve, mais qu'il est souvent battu sur des changements de direction, des accélérations. complètement. Complètement. Ce qu'on disait, ce qu'on peut dire aussi, voilà, c'est que il a défoncé tout le monde en fait sur le début d'année dans les matchs en conférence, Hmm. où Iowa avait mis un calendrier simple pour avoir beaucoup de matchs faciles, faire monter un peu le record de l'équipe. Et donc moi en fait j'attendais de le voir dans les matchs du Big Ten. Et le match de Virginia là, c'est l'un des premiers bons, tu vois, ils sont à 6-0 à ce moment-là. Hmm. Et 6 matchs qu'ils gagnent avant, c'est 6 équipes de mid-major, voire low major. Donc c'est pour ça que aussi, moi j'étais un petit peu peut-être plus frileux sur le début d'année et qui m'a convaincu sur le Big Ten là, et le tournoi de la Big Ten. Ouais, j'ai pris alors un match de tout début d'année parce qu'en fait les clips que j'ai là, c'est un des premiers lives que je fais sur la chaîne. On avait fait le premier Mm. ensemble avec, on avait parlé de, je crois qu'on a fait non, Scotty Barnes, Evan Mobley, je me rappelle plus sur le premier. Van Mobley, Jalen Suggs, on avait fait, ouais. Ouais, Et à Matt Chris Taylor. Duarte, on avait fait. Ouais, Et du coup complètement. j'avais fait celui-là en deuxième avec Tchamwa Tchatchoua, Jordan Hawkins, etc. Et il y avait à ce moment-là, comme je l'avais dit sur les réseaux lors du dernier live, il y avait moins de monde, forcément c'était les balbutiements. Et j'ai rajouté du film lors des matchs de conférence aussi, où on avait de l'adversité, Ouais. on est du coup sur la fin de saison, et j'aimais bien de voir l'évolution du joueur entre le début et la Il fin, faut, ouais, complètement. pour voir comment il a grandi, et il a amené de plus en plus de polyvalence dans son tir. Par contre, en termes de défauts, on garde à peu près les mêmes. C'est pas un joueur qui va. Alors vous le voyez là par exemple sur le dribble haut, on est face à Purdue, ben hop, je leur mets celui d'avant, le dribble est trop haut, il essaie de faire un Eurostep et en Mm. fait il peut pas, c'est pas sa cam quoi, c'est pas sa gamme Non. et il se fait intercepter trop facilement et ce genre de choses là font que moi je n'arrive pas à le mettre top 5, top 10 comme pouvait l'avoir la plupart des gens. Mm. Mais je pense que les gens qui le mettent top 5 c'est les mêmes gens qui mettaient à l'époque Obi Toppin top 5 tu vois. Ouais, ouais, complètement. Moi, j'étais pas de grand fan de Pito Payne, je devais l'avoir 16-17. Hmm. Je crois plus en Keegan Murray, parce que je crois plus dans le tir de Keegan Murray. Je pense que défensivement, il a pas les problèmes qu'a Obi Toppin. Ouais, Mais Obi je vois, Toppin est encore plus lent. ouais, par contre, oui, les délires de vraiment fin de chaîne, quoi. Genre de fin de chaîne, des choses comme ça. Là, on voit, il part main gauche, spin move, et il part le contrôle encore une fois. Et Ouais. voilà, encore quand on me dit créateur balle en main, bah non, pour moi c'est un joueur qui va peut-être être efficace sur short troll, mais Ouais. qui ne prendra pas le dessus de loin. Alors, pareil, le fait de ouais, c'est pas dans son arsenal, donc je trouve qu'on a beaucoup décrit un joueur qu'il n'est pas. Là, Mm. pareil, on voit une trappe. Quand je dis problème de latéralité, c'est que dans l'exécution, dans les appuis sur les petits changements de direction, il n'est pas capable de faire. Donc c'est un mec qui va se faire splitter ou qui va se faire prendre latéralement. Ouais. Mais on voit là, alors hop, sur la Big Ten Tournament, là, je fais une pause vite fait contre Purdue en finale. Voilà, il a mis 28 points avec 61% de réussite au tir et 8,3 Sur le rebonds. Donc il tournoi, a ouais. fait un tournoi exceptionnel. Même s'il se fait sortir au premier tour, il se fait upset. J'ai pas vu le match, mais il faut que je le regarde en replay. Moi non plus, j'ai pas vu. Est-ce que, bah, t'as répondu qu'on était avec Rémi Réverchon en live, mais pour ceux qui étaient pas là, est-ce que le fait qu'il se fasse sortir au premier tour et qu'il se fasse peut-être en étant le leader de l'équipe, ça peut jouer négativement sur sa cote? Non, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Pourquoi prendre en compte euh, un match sur 35? Hmm. Alors oui, c'est peut-être le match le plus important, mais c'est un sport collectif, hein. Le basket, c'est pas individuel, hein. Il n'est pas le seul à pas avoir été bon. Il n'est pas le seul à. L'équipe de Richmond est une équipe sous-cotée. C'est une des meilleures équipes de mid-major, expérimentée et un peu construite pour faire du mal en mars. D'ailleurs, ils vont le faire parce qu'ils vont pas s'arrêter là, j'espère. Mais non, c'est comme Cade qui perd contre Oregon State l'an dernier. Je vais pas.
dire oh c'est un loser et prenez Jalen Suggs devant parce que Suggs va en finale, les contextes sont pas les mêmes, les adversités sont pas les mêmes. Mhm. Donc et de toute façon en plus, c'est pas un porteur de balle qui gagne. Donc il est aussi dépendant de la création de ses extérieurs, il est dépendant de comment on va le mettre en bonne position, il est dépendant s'il y a des pertes de balles bêtes de ses adversaires, de ses coéquipiers, Mhm. pardon. Il a pas c'est pas le métronome du jeu qui gagne Murray. C'est le finisseur ultime plus en NCAA cette année. C'est ça. Alors là, on le voit en transition, capable d'avoir une belle finition, mais la plupart des joueurs qu'on envoie une NBA sont capables de faire ça. Là, on voit encore un pick and pop qui va être plus ce genre de variété. Après, c'est un joueur qui aime bien aussi jouer poste bas, qui est demandeur du ballon. Euh, Par contre, sur le côté, effectivement, un exclamation Madness définit pas une saison. Je suis totalement d'accord aussi. Et ce qu'on disait avec Rémi Réverchon et en général, globalement, les équipes NBA, elles feront pas leur avis par rapport au mock du grand public. Elles se feront leur avis quand elles verront le joueur. Et toi, tu le disais aussi, les scouts là, ils connaissent les joueurs Mhm. par cœur. La March Madness, c'est la cerise sur le gâteau, mais ça leur apportera pas grand chose de plus comme Complètement. information que ce qu'ils ont pu voir depuis le début de saison. Ouais. Souvent la marche Madness, moi je dis que c'est plus en fait des joueurs que t'as peut-être pas vu, pas assez vu. Hmm. Ils font une grosse marche Madness et tu dis ok je vais aller revoir. Je vais Ouais, aller revoir avant. Parce que ne jamais surcoter l'échantillon de 4, 5, 6 matchs sur un échantillon de parfois 2 ou 3 saisons. Malakai Richardson, n'oubliez jamais Malakai Richardson. et t'as N'oubliez été jamais. traumatisé. Oui, oui, parce que il se fait drafter au premier tour alors que juste pour sa marche Madness. Donc c'est aussi ce qui fait la beauté du tournoi. Mais moi j'ai pas envie de me faire avoir en fait. Donc non, non, je prendrais pas, pas, pas en compte ce qui se passe. Par contre, c'est un joueur, je le vois sur 2 3 4 matchs faire des grosses choses, je vais aller Hmm. le revoir. Ce que j'avais fait sur Juzeng l'an dernier. Et en fait, tu te rendais compte que Juzeng, c'était pas juste la marche majeure qui était folle l'an dernier. C'était tous les matchs de Pac-12 où il était déjà incroyable. Donc, c'est plus ça. Ah, lui, il est super bon sur ce contexte-là, bah, je vais aller revoir. C'est comme Yes, ça ouais. que je fonctionne. Pour être honnête, moi, la March Madness, c'est peut-être les matchs que je vois le moins en saison. Tu vois, pour nous, c'est Moi un peu aussi. l'avènement final, après, enfin, à part la draft, mais en termes de tournoi, c'est genre le gros moment et tout. Et en fait, par le fait qu'il y ait autant de matchs et que moi, mes avis sur les joueurs sont déjà assez faits, vu que bah, j'essaie d'avoir vu un maximum de gammes avant, la March Madness, c'est Mm. vraiment un bonus où je deviens simple spectateur fan et je me fais kiffer Complètement, quand je je peux regarder profite. des matchs. Complètement. Et je décroche un peu du côté scouting report et tout. Ouais, Et du coup, complètement. c'est des matchs, voilà, pour le coup, j'ai très très peu de SR qui sont faits sur de la March Madness. Pareil, moi c'est d'ailleurs quasiment les seuls matchs que je m'attends live de NCA, parce que la NCA je le fais qu'en replay quasiment, enfin que ce soit moins chronophage, donc là je suis en spectateur, je profite. Je le regarde avec des amis même qui vont me dire ah tu t'aimes bien lui, tu connais, bah ouais je connais, je l'ai vu toute l'année tu vois, donc mais c'est plus ça voilà, avoir l'avis de gens qui connaissent pas trop, ça peut un peu venir nuancer des trucs, puis c'est assez différent en fait. Moi, tu vois, pour mes potes, actuellement, la plus grosse star de la March Madness, c'est la pomme, enfin la cheerleader d'Indiana, donc Ouais, d'Indiana, ouais, je bien suis en sûr, mode, bon bah bien ok, sûr, c'est incroyable. vrai, je comprends. Donc voilà pour Keegan Murray. On va regarder s'il y a du coup on a des questions dans le chat pour faire un peu le bilan du profil. Ailier, amené à jouer poste 4, poste 5, joueur de pick and pop, finisseur de bout de chaîne. On n'a pas trop parlé du QI, mais c'est un joueur qui sait toujours très bien se placer des deux côtés du terrain. Mm. Athlète, je trouve assez moyen, notamment Mm. verticalement et latéralement. Ouais. Euh, et par contre, qui aura sûrement deux voire trois contrats en NBA parce que le plancher, comme tu le disais aussi, est assez bon. Euh, on a des petites Il y a une bonne questions. question là, si tu veux que je prenne en main, il y a une bonne question sur, Vas-y. sur Keegan. Une personne qui nous dit les stats de début de saison faussent un peu, et donc pourquoi pas prendre les vraies stats? Mais le problème, c'est que quand tu vas voir le split de Keegan Murray sur Sport Référence, donc sur la saison complète, il est en 23-9, et en conférence, il est en 23-8-5. Mm. Donc, en fait, les stats, elles sont pas réellement faussées. Parce que
En match de conférence, donc 19 matchs de conférence, il shoot à 53% au tir, 42% à 3 points. Il est en 23,8-5 sur la saison. Il est en 23,5, il shoot à 55%, 39% à 3 points. Donc il shoot même mieux à 3 points sur les matchs de conférence que sur la saison globale. Donc en fait, t'as raison, t'as vraiment raison. Mais pour le cas de Keegan Murray, ça va pas parce qu'en fait, sur toute la saison, il a été trop fort. Voilà. Il y a eu une blessure au milieu de saison aussi. Donc il a eu, je crois que c'est la cheville qui se fait, donc l'équipe joue sans lui et l'équipe perd sans lui, donc c'est toujours aussi intéressant de voir comment une équipe fonctionne sans son joueur vedette. C'est Chris Bien Murray, sûr. son jumeau, qui l'a remplacé, l'équipe perd sans lui. Il a mis un peu de temps à revenir et puis après il a tout explosé sur la fin de saison et est très très bon. Qu'est-ce qu'on a une autre question? Je pense qu'un March Madness donne une indication mentale mais pas technique sur la saison régulière est suffisante. Oui, c'est surtout les matchs de conférence, surtout quand t'es une high major. Ouais. Parce que si on regarde la saison écourtée de Patrick Baldwin ou de Jamorant il y a quelques années, finalement les matchs les plus intéressants c'est les matchs où ils ont pu jouer hors conférence contre des high majors et donc cette année pour Patrick Baldwin, Colorado, Florida. Et qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'il s'est fait défoncer dès que t'as un prospect de sa taille qui peut lui rendre un peu genre son poids quoi. Il y a Jedi Padawan qui nous demande est-ce que c'est spécifique à Murray ou est-ce que c'est assez général. Est-ce Non, que c'est pas spécifique à Murray. T'as des joueurs qui, sur leur conférence, dominent, et après vont un petit peu voir leur stats diminuer, hein. C'est plus révélateur de la force offensive qu'était Keegan Murray cette année. genre si tu prends l'exemple parce qu'on en a parlé déjà plusieurs fois, Chet Holmgren par exemple, sur les matchs de conférence, enfin sur les matchs hors conférence, il a défoncé des équipes un peu random genre Pixie State, mais en match de Il était conférence, il a été Bellarmine. monumental aussi. En March Madness, hier, il a sorti des performances exceptionnelles. Et Chet, il a aussi de mémoire, était très bon contre Duke, Hmm. très bon contre Texas Tech, un peu moins bon contre Texas, mais en même temps, C'est le c'est rookie Chet, mid hein. qui faisait tout. Son pote en met 37, C'est Chet va ça. pas Il a pas demander forcé. des ballons et tout, donc complètement. Mais c'est vrai que les stats de Chet en WCC sur 14 matchs, il est en 15, 11, 4. 4, c'est pas les passes, c'est les contres, hein. Hmm. Donc, donc voilà. Mais 83% près du cercle. ouais, hier soir, Chet fait quoi? Il fait quoi? 19, 17, 7? Ou un truc comme ça? Ouais, c'était Euh... Chet, hein. tu dis- Ouais, je crois qu'il fait 4 interceptions, 5 blocs, non? Ouais, 5 passes, il fait 5 passes et 7 contre ou quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. Ouais. Et demain, il va jouer contre Memphis, ça Contre va être Jalen sympa Green. ça, je crois. Ouais, ça va être sympa. Ça va être assez cool comme match avec Memphis qui a sorti Boise, qui les a défoncés en première mi-temps. C'était assez impressionnant. Ouais. Et alors par contre le match, alors attendez, je suis désolé mais capillairement ça va pas du tout là, c'est dégueulasse. Le match contre Boise, moi j'ai pu voir que des matchs, je crois pas avoir beaucoup vu de Josh Minott. Est-ce qu'il est blessé ou pas notre ami jamaïcain? Non, mais ils ont fait beaucoup tourner. Bah, même Moni a joué avec Memphis, donc c'était pas. J'étais assez déçu de Boise. J'aime bien Boise. Ils ont un vrai prospect NBA, je pense, dans leur équipe. Hmm. Abou Kikab était pas mauvais sur la deuxième mi-temps, mais bonne victoire pour Memphis. Ouais, et c'est 10 Ils minutes auront rien seulement à et jouer Houston demain. marqué dans le 5. Ouais. Puis ils auront rien à perdre demain. Et Moni et Chet se sont déjà joués. C'était un des meilleurs matchs high school et AU que j'ai vu de ma vie. Donc peut-être qu'ils seront tous les deux sur le terrain encore. Ce serait drôle. Ouais, ça va être moi, c'est un match que j'ai hâte de voir. J'essaierai peut-être de le voir en direct celui-là. Je vous remets le fait actuellement parce qu'on a un petit début d'upset entre Notre-Dame et Alabama qui se dessine, avec Notre-Dame qui a +8. Donc ça c'est Alex qui doit être en train de faire dans sa Traviata chez lui. Ce serait assez incroyable que Notre-Dame qui s'est qualifié au First Four puisse passer à Alabama derrière, même si j'avais dit que pour moi Alabama était une équipe qui pouvait se faire upset parce que trop axé sur le tir extérieur. Et est-ce qu'on a autre chose en même temps? Quelque chose qui arrive en même temps, notre score en direct, je regarde ça, tu me dis Texas, Virginia Tech c'est serré pour l'instant, 36-34. Et à côté là, non. Ah, et Miami qui a battu USC du coup, à 2 points. Ouais.
Donc au moins j'aurai un upset de validé sur mon bracket. Ça va. Je pars pas comme un con. On va voir, mais c'est sûr que c'est. Il y a plein de matchs, il y a Duke qui va jouer, il y a pas mal de. Il y a des bons affrontements. Ouais, moi j'avoue, lever 5h30 ce matin, euh, je vais à dodo tranquillement et je regarderai ça en replay dans le week-end. Pour ceux qui veulent regarder, alors j'ai une petite notif ici, Joe qui follow la chaîne, merci à toi Joe et bienvenue parmi notre communauté de fous malades de NCA. Ouais, pour ceux qui souhaitent regarder, on rappelle que il y a le pass ESPN Player qui couvre l'événement et vous avez 7 jours offerts en plus sur le mois, donc ça peut être intéressant pour la March Madness. Et côté beIN Sport, vous avez un match par jour, enfin en tout cas un match par nuit en VO et un match commenté en français le lendemain matin en replay, si je dis pas de conneries. Complètement. Donc voilà, bon bah écoute, je pense qu'on va pouvoir finir là. On a fait une très grosse session, enfin quasiment 2h30 de live. Hop, je vais Ouais. me remettre. Il y aura du replay. Les gens ont raté. Yes, bah oui, de toute façon, la rediff elle est dispo tout de suite sur Twitch et elle passe sur YouTube En découpage, ouais. ouais, dans le courant de la semaine. La seule différence, c'est que sur YouTube, ça permet d'avoir des replays comme tu l'as dit, en découpé, donc peut-être plus accessible et plus lisible. Mm. Et sur Twitch, ça nous permet de générer un peu de revenus parce que sur YouTube, les extraits qu'on utilise, euh, malheureusement, on n'a pas les moyens d'avoir Synergie, donc les extraits qu'on utilise ne nous appartiennent pas et donc on se fait striker immédiatement la monétisation, alors que sur Twitch, on peut récupérer 5 centimes avec des pubs pour des mi-cadeaux. Voilà. Mais globalement, c'est pas ça qui changera notre vie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Alan, pour ce live. C'était hyper cool, comme Merci d'habitude. à toi. C'est top. Et bah écoutez, on vous souhaite une bonne fin de March Madness. En tout cas, un bon week-end. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On est sur Envergure tous les jours sur Twitter. À temps Envergure, vous aurez toujours un article, un scouting report par jour. Et on va vous faire des petits débriefs de March Madness, etc. On va suivre le tournoi jusqu'au bout. Sur ton compte perso, toi aussi, j'ai vu, t'es hyper actif en ce moment et je vois que du coup, tu as sorti des extraits, des clips, etc. Tu fais de l'analyse toujours au top. Et, C'est gentil, merci beaucoup. Ouais, on essaie. et puis après, normalement, la semaine prochaine, Envergure présent en partenariat avec un gros média basket. Donc on a hâte de pouvoir vous revoir sur un plus gros média basket. Et sinon, on se retrouve en stream vendredi prochain et on verra de qui on parle et sur quel sujet. Voilà. Des bisous à tous. Prenez soin de vous, Alan, prends soin de toi, fais gaffe à toi. Merci, toi Bonne aussi. nuit de basket si jamais tu enchaînes. Et on se Ouais, dit à je vais tout essayer bientôt. d'enchaîner. Bon Allez, à courage. plus. Ciao à tous.